Fumée, chapitre 22. Il vaut mieux n'y pas penser, se répétait Litvinov, marchant dans la rue et se sentant de nouveau en proie à l'agitation. L'affaire est décidée. Elle tiendra sa promesse. Il ne me reste qu'à prendre les dispositions nécessaires. Pourtant, elle semble hésiter. Il secoua la tête. Sa résolution lui apparaissait sous un jour étrange. Elle lui semblait forcée, invraisemblable. On ne peut pas agiter longtemps les mêmes pensées. Insensiblement, elles se modifient, tout comme dans un kaléidoscope où les images changent sans cesse et peu à peu. Litvinov fut pris d'une immense fatigue. Il lui aurait fallu se reposer au moins une petite heure. Mais Tania... Il frissonna, et sans s'interroger davantage, regagna son hôtel en se disant qu'il allait ce jour-là de l'une à l'autre comme un ballon. Il fallait en finir. Rentré chez lui, il monta chez Tatiana, presque sans émotion, en automate. Capitoline Markovna vint à sa rencontre. Du premier coup d'œil, il vit qu'elle savait tout. Les yeux de la pauvre vieille fille étaient gonflés. Son visage en feu exprimait l'indignation, l'angoisse, la stupéfaction. Elle voulut s'élancer vers Litvinov, mais s'arrêta net, et, mordant ses lèvres tremblantes, elle le regarda comme si elle avait voulu et le supplier, et le tuer, et se convaincre que tout cela était un rêve, une folie, une chose impossible. « Vous êtes là? Vous êtes là ?» dit-elle. La porte de la chambre voisine s'entr'ouvrit, et Tatiana, pâle mais très calme, entra sans bruit. Elle prit doucement sa tante par la main et l'assit à côté d'elle. « Asseyez-vous aussi, Grégoire Mikhaïlitch, » dit-elle à Litvinov, qui restait debout comme une statue près de la porte. « Je suis très heureuse de vous voir encore une fois. J'ai communiqué à ma tante ma décision, notre décision. Elle l'approuve entièrement. Sans un amour réciproque, il ne peut y avoir de bonheur. L'estime ne suffit pas. » Au mot d'estime, Litvinov baissa involontairement les yeux. « Et il vaut mieux se séparer maintenant que de se repentir ensuite. N'est-il pas vrai, tante ?»« Sans doute, » commença Capitoline Markovna. « Sans doute, ma petite Tania. Celui qui ne sait pas t'apprécier, celui qui s'est décidé... »« Tante !» coupa court Tatiana. « Souvenez-vous de ce que vous m'avez promis. Vous m'avez toujours dit vous-même... La vérité, Tatiana, la vérité avant tout, et la liberté. Eh bien, la vérité n'est pas toujours agréable, la liberté non plus. Sans cela, quel serait notre mérite ?» Elle baisa tendrement les cheveux blancs de Capitoline Markovna, et se tournant vers Litvinov, elle continua. « Nous avons résolu toutes les deux de quitter Baden. C'est préférable pour nous tous. »« Quand pensez-vous partir ?» demanda Litvinov d'une voix sourde. Il se souvint qu'Irène lui avait posé la même question. Capitoline voulut répondre, mais Tatiana la retint en lui caressant la joue. « Probablement bientôt, très bientôt. »« Me permettez-vous de vous demander où vous avez l'intention d'aller ?» continua Litvinov avec la même inflexion de voix. « D'abord à Dresde, puis en Russie. »« Mais pourquoi auriez-vous besoin de le savoir, Grégoire Mikhaïlitch ?» remarqua aigrement Capitoline Markovna. « Tante !» fit encore Tatiana. Il y eut un instant de silence. Litvinov le rompit. « Tatiana Petrovna, vous comprenez à quel point sont pénibles et douloureux les sentiments que j'éprouve en ce moment. » Tatiana se leva. « Grégoire Mikhaïlitch, » dit-elle, « ne parlons plus de cela, je vous en prie, sinon pour vous, du moins pour moi. Ce n'est pas d'hier que je vous connais, et je puis facilement me rendre compte de ce que vous devez éprouver maintenant. Pourquoi envenimer... »
Elle s'arrêta, voulut surmonter son émotion, refouler les larmes qui s'accumulaient. Elle y parvint et continua. « Pourquoi envenimer une plaie inguérissable? Laissons faire le temps. Je n'ai plus qu'une prière à vous faire, Grégoire Mikhaïlitch. Soyez assez bon pour porter vous-même cette lettre à la poste. Elle est importante, et nous n'avons pas le loisir. Je vous en serai fort obligé. Attendez une minute, je vais tout de suite. » Sur le seuil de la chambre, Tatiana jeta un coup d'œil inquiet à Kapitoline Markovna. Mais elle était si gravement assise, elle avait un air si sévère avec ses sourcils froncés et ses lèvres serrées, que Tatiana se borna à lui faire un signe d'intelligence et sortit. À peine la porte s'était-elle fermée sur elle que cet air solennel disparut du visage de Kapitoline Markovna. Elle se leva, courut à Litvinov sur la pointe des pieds et, se courbant en deux pour mieux le dévisager, toute tremblante et en larmes, elle se mit à lui parler très vite et très bas, en balbutiant presque. « Seigneur mon Dieu, Grégoire Mikhaïlitch, qu'arrive-t-il? Est-ce un rêve? Vous renoncez à Tatiana? Vous ne l'aimez plus? Vous manquez à votre parole? C'est vous qui agissez ainsi? Vous sur lequel nous comptions tous comme sur un mur d'airain? Vous? Toi, mon petit Grégoire ?» Puis, après une pause, « Mais vous la tuerez, Grégoire Mikhaïlitch, » continua-t-elle, et de petites larmes se mirent à rouler le long de ses joues. « Maintenant, elle fait la courageuse, vous connaissez son caractère. Elle ne se plaint pas, elle ne sait pas se ménager, raison de plus pour que les autres la ménagent. Pour l'instant, elle s'épuise à me répéter « Tante, il faut conserver notre dignité. » Il s'agit bien de dignité ici, c'est la mort, la mort. Tatiana remua une chaise dans la chambre voisine. « Oui, c'est la mort que je prévois, » continua encore plus haut la bonne vieille. « Qu'a-t-il donc pu se passer? Êtes-vous ensorcelée? Y a-t-il si longtemps que vous lui avez écrit les plus tendres lettres? Enfin, un homme loyal peut-il se conduire ainsi? Je suis, vous le savez, une femme sans préjugés, un esprit fort. J'ai donné à Tania une éducation semblable. Elle aussi a une âme libre. »« Tante !» entendit-on de la chambre voisine. « Mais tenir une parole, c'est un devoir, Grégoire Mikhaïlitch, surtout pour un homme avec vos principes, avec nos principes. Si nous ne reconnaissons plus nos devoirs, qu'est-ce qui nous reste ? On ne peut pas les enfreindre selon notre bon plaisir, sans penser à ce qui en résultera. C'est honteux, oui, c'est criminel, abuser ainsi de sa liberté. »« Tante, viens ici, je t'en prie !» entendit-on de nouveau. « Tout de suite, mon cœur, tout de suite !» Kapitoline Markovna saisit la main de Litvinov. « Je vois que vous vous fâchez, Grégoire Mikhaïlitch. »« Moi, je me fâche ?» avait-il envie de s'écrier, mais la langue lui fit défaut. « Je ne veux pas vous irriter, mon Dieu, il s'agit bien de cela. Je veux au contraire vous supplier. Réfléchissez-y encore pendant qu'il en est temps. Ne la perdez pas, ne détruisez pas votre bonheur. Elle vous croira encore. Mon petit Grégoire, elle te croira, rien n'est perdu. Elle t'aime comme jamais personne ne t'aimera. Quitte cette abominable bedaine, partons ensemble. Romps ce charme qui t'a ensorcelé. Et surtout, aie pitié, aie pitié. »« Tante !» répéta Tatiana avec une pointe d'impatience. Mais Kapitoline Markovna ne l'entendait plus. « Dis seulement oui, » murmurait-elle à Litvinov, « et j'arrangerai tout. Fais-moi donc du moins un signe de la tête, un petit signe, une seule fois, comme cela. » Litvinov aurait volontiers accepté de mourir, mais le mot « oui » ne sortit pas de sa bouche, et il n'eut pas le moindre mouvement de tête. Tatiana revint, une lettre à la main. Kapitoline Markovna quitta Litvinov et se pencha sur la table en faisant mine d'examiner des comptes et des papiers.
Tatiana s'approcha de Litvinov. « Voici, dit-elle, la lettre dont je vous ai parlé. Vous irez, n'est-ce pas, tout de suite à la poste ?» Litvinov leva les yeux. C'était effectivement son juge qui se tenait debout devant lui. Tatiana lui semblait grandie. Son visage, resplendissant d'une beauté qu'il ne lui avait jamais connue, avait la pureté de traits d'une statue. Sa poitrine ne se soulevait pas. Sa robe, d'une teinte unie, tel un drapé antique, tombait en plis roides jusqu'à ses pieds et les recouvrait. Tatiana regardait droit devant elle, et son regard, qui n'embrassait pas seulement Litvinov, était inerte, froid. C'était aussi le regard d'une statue. Litvinov y lut sa condamnation. Il s'inclina, prit la lettre qu'on lui tendait et se retira en silence. Capitoline Markovna se jeta dans les bras de Tatiana, mais celle-ci la repoussa doucement et baissa les yeux. Les couleurs lui revinrent. Elle dit « Maintenant faisons vite » et rentra dans la chambre. Capitoline Markovna l'y suivit, tête basse. La lettre que Tatiana avait confiée à Litvinov était adressée à une de ses amies de Dresde, une Allemande, qui louait des appartements garnis. Litvinov laissa glisser la lettre dans la boîte, et il lui sembla qu'en laissant aller ce chiffon de papier, il avait mis en terre tout son passé, toute sa vie. Il sortit de la ville, erra longtemps par les étroits sentiers des vignobles. Un sentiment de mépris pour lui-même l'accompagnait, comme une de ces mouches bourdonnantes dont on ne peut se débarrasser à une certaine époque de l'été. Le rôle qu'il avait joué lors de cette dernière entrevue lui semblait par trop pitoyable. Quand il revint à l'hôtel, il s'informa de ces dames. On lui répondit qu'immédiatement après son départ, elles avaient demandé qu'on les conduisît à la gare et qu'elles avaient pris le train pour une direction inconnue. Leur malle était faite, leur compte réglé depuis le matin. Tatiana n'avait prié Litvinov de porter une lettre à la poste que pour l'éloigner. Il demanda au portier si l'une d'elles ne lui avait pas laissé un billet. Le portier lui fit une réponse négative et témoigna même de la surprise. Ce départ subit, avec un appartement loué pour la semaine, lui semblait évidemment douteux et singulier. Litvinov lui tourna le dos et s'enferma dans sa chambre. Il n'en sortit pas jusqu'au lendemain. Il passa une partie de la nuit à son bureau, à écrire et à déchirer ce qu'il avait écrit. Le jour se levait déjà lorsqu'il termina son travail. C'était une lettre à Irène. Chapitre 23. Voici ce que contenait cette lettre. Ma fiancée est partie hier. Nous ne nous verrons plus jamais. Je ne sais pas même où elle va habiter. Elle a emporté avec elle tout ce qui me paraissait jusqu'à présent enviable et précieux. Tous mes plans, toutes mes résolutions ont disparu. Tous mes travaux sont perdus. Un long labeur est réduit à néant. Mes occupations sont sans valeur, sans objet. Tout cela est mort. J'ai enterré hier mon passé tout entier. Je le ressens vivement. Je le vois, je le sais, et ne le regrette pas. Ce n'est pas pour me plaindre que je reviens là-dessus. Il ne me sied pas de gémir, dès lors que tu m'aimes. Je veux seulement te dire que de tout ce passé à jamais enseveli, de tous ces espoirs réduits en cendres, partis en fumée, il ne reste qu'une chose vivante et inébranlable, mon amour pour toi. Il ne me reste plus rien que cet amour. L'appeler mon unique trésor ne serait pas assez. Je suis tout entier dans cet amour, et il est tout moi-même. C'est mon avenir, ma vocation, mon sanctuaire et ma patrie. Tu me connais, Irène. Tu sais combien les phrases me répugnent, et quelque énergiques que soient les termes avec lesquels j'essaie d'exprimer mon sentiment, tu ne saurais en soupçonner la sincérité ou les trouver exagérés.
Je ne suis pas un enfant qui balbutie, dans l'ardeur de ses premiers transports, des serments inconsidérés, mais un homme, éprouvé par les années, qui te dépeint simplement, franchement, presque avec terreur, ce qu'il a reconnu pour être absolument vrai. Oui, ton amour est venu tout remplacer. Sois-en donc juge. Puis-je laisser ce tout entre les mains d'un autre? Puis-je lui permettre de disposer de toi? Tu lui appartiendrais. Tout mon être, tout le sang de mon cœur lui appartiendrait. Je resterai spectateur de ma propre vie? Cela m'est impossible. Impossible. Ne goûtez qu'à la dérobée ce qui vous est nécessaire pour respirer, pour vivre, c'est le mensonge et la mort. Je comprends quel sacrifice je réclame de toi, sans y avoir aucun droit. Rien ne donne droit au sacrifice. Mais ce n'est pas l'égoïsme qui me fait agir ainsi. Un égoïste n'aurait pas soulevé cette question. Oui, mes exigences sont difficiles à réaliser, et je ne suis pas surpris qu'elles t'effraient. Tu as en aversion les hommes avec lesquels tu dois vivre. Le monde te fatigue, mais auras-tu la force d'abandonner ce monde, de fouler aux pieds les couronnes qu'il t'a tressées, de mépriser l'opinion publique, l'opinion de ces hommes abominables? Interroge-toi, Irène. Ne te charge pas d'un fardeau que tu ne pourras supporter. Je ne veux pas te faire de reproches, mais souviens-toi qu'une fois déjà tu t'es laissé séduire. Je ne puis te donner que bien peu en échange de tout ce que tu abandonneras. Écoute mon dernier mot. Si tu ne te sens pas en état demain, aujourd'hui même, de tout quitter et de me suivre, tu vois comme je te parle hardiment, sans rien te cacher. Si tu n'as pas peur de l'inconnu, de l'éloignement, de l'isolement, du mépris des hommes, si tu n'es pas sûr en un mot de toi-même, dis-le-moi franchement, sans délai, et je m'en irai. Je m'en irai, l'âme brisée, mais en bénissant ta franchise. Si réellement, ma belle et resplendissante reine, tu aimes un homme aussi infime et obscur que moi, si réellement tu es prête à partager son sort, alors donne-moi la main et engageons-nous ensemble dans ce difficile voyage. Seulement ne l'oublie pas. Ma décision est irrévocable. Tout ou rien. C'est insensé, mais je ne puis faire autrement. Je t'aime trop pour cela. Ton G.L. Cette lettre ne plut pas beaucoup à Litvinov. Elle ne rendait pas exactement ce qu'il voulait dire. Il s'y trouvait quelques expressions forcées. Enfin, elle ne valait guère mieux que celle qu'il avait déchirée. Mais elle renfermait le plus important. Et Litvinov, épuisé, harassé, ne se sentait plus capable de tirer de sa tête quelque chose de meilleur. Il ne savait pas donner à sa pensée une forme littéraire, et comme tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'écrire, le style le préoccupait beaucoup trop. Sa première lettre valait assurément mieux, elle lui était venue du cœur. Quoi qu'il en soit, Litvinov expédia son épître à Irène. Elle lui répondit par un court billet. « Viens aujourd'hui chez moi, il est absent pour toute la journée. Ta lettre m'a extraordinairement troublée. Je ne fais que penser, penser, et la tête m'en tourne. J'ai le cœur lourd, mais tu m'aimes et je suis heureuse. Viens. Ton I. » Elle était dans son boudoir lorsque Litvinov entra chez elle. La même petite fille qui l'avait attendue la veille dans l'escalier l'introduisit. Sur la table était ouvert un carton rempli de dentelles. Elle les retournait négligemment d'une main et de l'autre tenait la lettre de Litvinov. Elle venait de pleurer. Ses cils étaient encore humides, ses paupières gonflées. On voyait sur ses joues les traces que les larmes avaient laissées. Litvinov s'arrêta sur le seuil de la porte. Elle n'avait pas remarqué son arrivée. « Tu pleures ?» dit-il avec surprise. Elle tressaillit, passa la main dans ses cheveux et sourit. « Pourquoi pleures-tu »
répéta Litvinov. Elle lui montra sa lettre en silence. « Comment? C'est de cela ?» dit-il après une pause. « Approche, assieds-toi, donne-moi la main. »« Eh bien oui, j'ai pleuré. Qu'y a-t-il là d'étonnant? On dirait qu'il est facile. » Et elle montra à nouveau la lettre. Litvinov s'assit. « Je sais que cela n'a rien de facile, Irène. Je ne te l'ai pas caché, je comprends ta situation. Mais si tu te rends compte des conséquences de ton amour, si mes arguments t'ont convaincu, tu dois également comprendre ce que je ressens à la vue de tes larmes. Je viens ici comme le ferait un accusé, et j'attends mon arrêt. La vie ou la mort? Ta réponse tranchera tout. Seulement, ne me regarde pas avec de tels yeux. Ils me rappellent ton regard de Moscou. » Irène rougit subitement et se détourna, comme si elle avait elle-même senti qu'il y avait quelque chose de mauvais dans son regard. « Que dis-tu, Grégoire? N'as-tu pas honte? Tu me demandes une réponse comme si tu doutais. Mes larmes te troublent, mais tu ne les as pas comprises. Ta lettre, mon ami, m'a inspiré des réflexions. Tu m'écris que mon amour supplée à tout, que tes précédentes occupations n'ont plus de but. Je me demande seulement si un homme peut vivre uniquement d'amour. Ce sentiment ne le fatiguera-t-il pas? Ne désirera-t-il pas reprendre une vie plus active? Et n'en voudra-t-il pas à celle qui l'en a éloigné? Voilà la pensée qui m'effraie, voilà ce qui me fait pleurer, et non ce que tu supposes. » Litvinov regarda attentivement Irène, et elle lui rendit son regard. Chacun d'eux cherchait à plonger au plus profond de l'âme de l'autre. Chacun cherchait à aller au-delà de ce que les paroles peuvent trahir ou cacher. « C'est à tort que tu crains cela, » commença Litvinov. « Je me suis sans doute mal exprimé. L'ennui, l'inaction, avec les nouvelles forces que me donne ton amour, oh Irène, crois-le bien, l'univers entier est pour moi dans ton amour, et moi-même je ne puis encore pressentir tout ce qu'il produira. » Irène devint pensive. « Où irons-nous donc? » murmura-t-elle. « Où? Nous en parlerons. Ainsi tu consens? » Elle le regarda. « Et tu seras heureux? Oh Irène, tu ne regretteras rien? Jamais? » Elle se pencha sur le carton de dentelle et se mit à les ranger. « Ne te fâche pas de ce qu'en un pareil moment je m'occupe de telles bagatelles. Il me faut aller à un bal chez une dame. On m'a envoyé ces chiffons, je dois en choisir un aujourd'hui. Ah, comme je suis affligée !» s'écria-t-elle tout à coup, et elle appuya son visage sur le bord du carton. Des larmes coulèrent à nouveau de ses yeux. Elle recula. Les larmes auraient pu gâter les dentelles. « Irène, tu pleures encore » dit Litvinov avec anxiété. « Eh bien oui, » reprit Irène. « Ah, Grégoire, ne me tourmente pas, ne te tourmente pas toi-même. Soyons libres. Quel malheur y a-t-il à ce que je pleure? Est-ce que je comprends moi-même pourquoi coulent ces larmes? Tu le sais, tu as entendu ma décision, tu es sûr qu'elle ne changera pas, que je consens à... Comment as-tu dit cela? À tout ou à rien. Que veux-tu de plus? Soyons libres. Pourquoi ces chaînes mutuelles? Nous sommes ensemble maintenant. Tu m'aimes? Je t'aime. N'aurions-nous rien de mieux à faire que de nous méfier de nos sentiments? Regarde-moi. Je ne me fais pas d'illusions. Je sais que je suis criminel et qu'il est en droit de me tuer. Qu'importe. Soyons libres. Un jour à nous, c'est l'éternité. » Elle se leva, toisa Litvinov en souriant et en rejetant de son visage une boucle sur laquelle perlaient 2 ou 3 larmes. Un riche fichu en dentelle glissa de la table et tomba à ses pieds. Elle le foula avec mépris. « Est-ce que je ne te plais pas aujourd'hui? Ai-je enlaidi depuis hier? Dis-moi, as-tu souvent vu un bras plus beau? Et ses cheveux? Dis,
M'aimes-tu » Elle lui prit les 2 mains, appuya sa tête contre sa poitrine. Un peigne se détacha, et ses cheveux se dénouant, l'enveloppèrent d'une vague douce et parfumée. Chapitre 24. Litvinov arpentait sa chambre, tête baissée. Il lui restait maintenant à passer de la théorie à la pratique, à trouver les moyens de fuir, d'émigrer dans un pays inconnu. Étrangement, ces moyens n'étaient pas encore ce qui le préoccupait le plus, et il se demandait surtout s'il pouvait réellement compter sur la décision qu'il avait si obstinément réclamée. La parole donnée ne serait-elle pas reprise ? Irène lui avait dit pourtant en prenant congé de lui « Agis et informe-moi seulement quand tout sera prêt. » C'en était fait, plus de doute. Il fallait agir, et Litvinov agit, pour commencer, en réfléchissant. Il importait d'abord de songer à l'argent. Litvinov se trouva posséder 1328 florins, c'est-à-dire 2800 francs français. Cette somme n'était pas considérable. Elle suffirait cependant pour les premiers besoins. Il écrirait ensuite rapidement à son père de lui envoyer le plus d'argent possible, de vendre du bois, une partie de la terre. Mais sous quel prétexte ? Le prétexte se trouverait bien. Irène avait parlé, il est vrai, de ses bijoux, mais il ne convenait pas de prendre cela en considération. Ce ne serait une ressource que pour les mauvais jours, s'ils venaient. En outre, il avait un excellent chronomètre de Genève dont on pourrait tirer ne serait-ce que 400 francs. Litvinov courut chez son banquier, le sonda quant à la possibilité d'un emprunt. Mais les banquiers de Baden sont gens avisés et prudents. À pareille ouverture, ils prennent ordinairement une mine abattue. Quelques-uns vous rient au nez, comme pour vous montrer qu'ils savent apprécier votre innocente plaisanterie. Litvinov, à sa honte, tenta également sa chance à la roulette. Comble de l'ignominie, il alla jusqu'à confier un thaler au numéro 30, correspondant au chiffre de ses années. Il fit cela en vue d'augmenter et d'arrondir son capital. Il ne l'augmenta pas, mais il l'arrondit en effet, laissant sur le tapis vert 28 florins. La deuxième question, également importante, était celle du passeport. Pour une femme, le passeport n'était pas tellement obligatoire. Il y avait des pays où on ne le demandait pas du tout. La Belgique, par exemple, ou l'Angleterre. Puis, s'il le fallait, on pourrait se procurer un passeport étranger. Litvinov pesa tout cela très sérieusement. Il se sentait beaucoup d'énergie et de détermination, mais dans le même temps, malgré lui, il ne pouvait s'empêcher de trouver quelque chose de ridicule, de presque comique à ces combinaisons, comme si son projet n'était qu'une plaisanterie, comme si jamais personne ne s'était enfui, sinon dans des comédies ou des romans, et encore quelque part en province, peut-être dans le district de Tchoukloma ou de Sizran, où, d'après un voyageur, il arrive aux gens d'avoir le mal de mer à force d'ennui. Litvinov se souvint de l'aventure d'un de ses amis, le cornette en retraite Batsov, qui enleva, dans un équipage attelé de 3 chevaux, la fille d'un marchand, après avoir préalablement enivré ses parents et la fiancée elle-même. Il advint qu'on le rattrapa et qu'il faillit, par-dessus le marché, être roué de coups. Litvinov se reprocha avec véhémence cette réminiscence si déplacée. Et Tatiana, son brusque départ, tout ce chagrin, cette souffrance, cette honte, lui revinrent en mémoire. Il ressentit profondément que l'affaire dans laquelle il s'était engagé n'était pas une plaisanterie, qu'il avait eu raison de dire à Irène que pour son propre honneur, il ne lui restait pas d'autre issue. Et de nouveau, à ce seul nom d'Irène,
Quelque chose de brûlant et de doux s'enroula d'une étreinte irrésistible autour de son cœur. Un bruit de sabots se fit entendre. Il se rangea. Irène passa à côté de lui, à cheval, en compagnie du général obèse. Elle reconnut Litvinov et lui fit un signe de tête. Cinglant son cheval, elle le mit au galop et le lança à toute allure. Le vent soulevait son grand voile sombre. « Pas si vite, nom de Dieu, pas si vite !» criait le général en tâchant de la rejoindre. Chapitre 25. Le lendemain matin, Litvinov revenait de s'entretenir avec son banquier de la versatilité des taux de change et du meilleur moyen d'envoyer de l'argent à l'étranger, lorsque le portier lui remit une lettre. Il reconnut l'écriture d'Irène, et, sans briser le cachet, agité par un mauvais pressentiment, il gagna sa chambre. La lettre était écrite en français et conçue en ces termes. « Mon chéri, j'ai songé toute la nuit à ta proposition. Je vais te parler sans détour. Tu as été franc avec moi, je serai franche avec toi. Je ne puis m'enfuir avec toi, je n'en ai pas la force. Je sens combien je suis coupable vis-à-vis de toi. Ma seconde faute est plus grande que la première. Je me méprise, je m'accable de reproches, mais je ne saurais me changer. C'est en vain que je me dis que j'ai détruit ton bonheur, que tu es désormais en droit de ne voir en moi qu'une coquette, que j'ai tout fait, que je t'ai donné une promesse solennelle. Je suis saisi d'effroi, je me fais horreur à moi-même, mais je ne puis agir autrement. Cela m'est impossible, impossible. Je ne chercherai pas d'excuses, je ne te dirai pas que je me suis laissé entraîner. Tout cela ne signifie rien. Je veux te répéter encore une fois que je suis à toi pour toujours. Dispose de moi comme tu voudras. Mais fuir, tout abandonner, non, non, non. Je t'avais supplié de me sauver. J'espérais tout réparer, jeter tout au feu. Mais il me semble qu'il n'y a pas de salut pour moi. Il me semble que le poison a pénétré trop profondément. Il me semble qu'on ne saurait impunément respirer cet air pendant plusieurs années. J'ai longtemps hésité à t'écrire cette lettre. Je suis effrayé de l'impression qu'elle te fera. Je n'espère que dans ton amour, mais j'ai pensé qu'il serait peu loyal de te sceller la vérité, d'autant plus que tu as peut-être déjà commencé à prendre des mesures pour l'accomplissement de notre projet. Ah, il était délicieux, mais chimérique. Oh, mon ami, traite-moi de femme faible, sans intérêt, méprise-moi, mais ne m'abandonne pas. N'abandonne pas ton Irène. Je n'ai pas plus la force de quitter ce monde que d'y vivre sans toi. Nous retournerons bientôt à Pétersbourg. Suis-nous. Nous t'y trouverons de l'occupation. Tes talents ne seront pas perdus. Tu pourras leur trouver une application honorable. Seulement, vis près de moi. Aime-moi comme je suis, avec toutes mes faiblesses, tous mes défauts, et sois convaincu qu'aucun cœur ne te sera aussi tendrement dévoué que le cœur de ton Irène. Viens vite chez moi. Je n'aurai pas une minute de repos tant que je ne t'aurai pas vu. À toi, à toi, à toi, I. Le sang monta à la tête de Litvinov, puis il retomba lentement, lourdement vers son cœur, et s'y figea d'un seul coup. Il relut la lettre d'Irène, et, comme naguère à Moscou, il tomba inanimé sur son divan. Un sombre abîme l'avait subitement englouti, et il regardait autour de lui avec un effroi stupide. Encore une tromperie? Pire qu'une tromperie, un mensonge et une lâcheté. Sa vie était détruite. Tout était arraché jusqu'à la racine. Et voilà que la seule branche à laquelle il pouvait s'accrocher volait en morceaux. « Suis-nous à Pétersbourg » répétait-il avec un rire sardonique. « Nous te trouverons là de l'occupation. »
Voudrait-on faire de moi un chef de bureau par hasard? Et qui est ce « nous » ? Voilà donc ce quelque chose de mystérieux et de difforme que je ne connais pas, qu'elle voulait essayer d'effacer, de jeter au feu. Voilà ce monde d'intrigues, de relations secrètes, ce monde de Bielski et de Dolski. Quel avenir, quel rôle magnifique m'attend! Vivre non loin d'elle, la fréquenter, partager la mélancolie corrompue de la dame à la mode, fatiguée du monde, et ne pouvant cependant exister hors de lui, être l'ami de la maison et naturellement celui de son excellence, jusqu'à ce que le caprice passe, jusqu'à ce que le plébéien perde ce qu'il a de piquant et soit remplacé par le gros général ou par M. Finikov. Voilà qui est envisageable, agréable, voire honorable. Ne parle-t-elle pas d'employer utilement mes talents? Quant au projet, il n'était que chimère, chimère. Il s'élevait dans l'âme de Litvinov des mouvements de rage semblables aux rafales qui précèdent l'ouragan. Chaque mot de la lettre d'Irène augmentait sa colère. Il était surtout blessé des assurances qu'elle lui renouvelait de la constance de ses sentiments. « On ne peut pas laisser cela ainsi, » s'écria-t-il enfin. « Je ne lui permettrai pas de disposer aussi cruellement de ma vie. » Litvinov se leva brusquement et prit son chapeau. Mais que faire? Courir chez elle? Répondre à sa lettre? Il s'arrêta, les bras ballants. Oui, que faire? Ne l'avait-il pas lui-même placé devant cette alternative fatale? Le choix n'avait pas été celui qu'il désirait, mais tout choix comportait son risque. Elle avait manqué à sa parole, il est vrai. La première, elle s'était déclarée prête à tout abandonner pour le suivre. Mais elle ne contestait pas sa faute. Elle se qualifiait elle-même de femme faible. Elle n'avait pas voulu le tromper. Elle s'était trompée elle-même. Que répondre à cela? Du moins, elle ne cherchait pas de faux fuyants. Elle était franche jusqu'à la cruauté. Rien ne l'obligeait à s'expliquer aussi promptement. Elle aurait pu lui faire prendre patience avec des promesses, traîner les choses en longueur, le laisser en suspens jusqu'à son départ avec Ratmirov pour l'Italie. Mais elle avait empoisonné sa vie. Elle avait empoisonné 2 vies. Pourtant, vis-à-vis de Tatiana, ce n'était plus elle qui était coupable. C'était bien lui, Litvinov, et lui seul. Il n'avait pas le droit de rejeter la responsabilité de sa faute, qui pesait sur lui comme un carcan de fer. Que restait-il à faire à présent? Il se laissa de nouveau tomber sur le siège, et de nouveau les minutes filèrent, sombres et sourdes, sans laisser de traces, avec une rapidité dévorante. « Et si je la croyais ?» se dit-il tout à coup. « Elle-même, n'y a-t-il pas quelque chose d'inévitable, d'indomptable, comme une loi de la nature, dans cette inclination, dans cette passion qui s'est conservée pendant tant d'années, pour éclater un jour avec tant de violence? Vivre à Pétersbourg, je ne serais pas le premier dans cette situation. Où aurais-je pu me réfugier avec elle? Il se mit à rêver. Irène se présenta à son imagination telle qu'elle était restée dans ses derniers souvenirs, mais ce ne fut pas pour longtemps. Il revint à lui, repoussa avec un redoublement de fureur ses souvenirs et cette séduisante image. « Tu me présentes une coupe d'or !» s'écria-t-il. « Mais ton breuvage est empoisonné, et tes ailes blanches sont souillées de boue. Laisse-moi. Rester ici, avec toi, tandis que j'ai rejeté ma fiancée, ce serait infâme. » Il se tordit les mains, et un autre visage, marqué par la souffrance, aux traits immobiles, un muet reproche dans son regard d'adieu, s'éleva de l'abîme. Litvinov se tourmenta longtemps ainsi. Longtemps encore, des pensées brûlantes l'agitèrent, comme celles d'un malade dans son lit. Il se calma enfin et se décida. Dès le premier instant, il avait pressenti cette décision.
Elle se présenta d'abord à lui comme un point éloigné, à peine perceptible à travers le tourbillon et les ténèbres de sa lutte intérieure. Puis elle s'avança insensiblement, irrésistiblement, et finit par se planter froidement dans son cœur, comme une lame d'acier. Litvinov retira sa malle du coin où il l'avait laissée, emballa de nouveau toutes ses affaires, machinalement, comme hébété. Il sonna le garçon, paya sa note, et envoya à Irène un billet écrit en russe contenant ce qui suit. « J'ignore si vous êtes maintenant plus coupable à mon égard que naguère, mais je sais que le coup est pour moi beaucoup plus violent. C'est la fin. Vous me dites « je ne puis ». Je vous répète également « je ne puis faire ce que vous voulez. Je ne le puis ni ne le veux. Ne me répondez pas. Vous ne pouvez pas me donner l'unique réponse que j'accepterai. Je pars demain de bonne heure par le premier train. Adieu, soyez heureuse. Il est probable que nous ne nous reverrons plus. » Litvinov ne sortit pas de tout le jour. Attendait-il quelque chose? Dieu le sait. Vers 7 heures, une dame, couverte d'une mantille noire, un voile épais sur le visage, s'approcha 2 fois du perron de son hôtel. Après s'être retirée un peu de côté et avoir regardé dans le lointain, elle fit tout à coup un geste décidé de la main et se dirigea résolument vers le perron. « Où allez-vous, Irène Pavlovna » dit derrière elle une voix timide. Elle se retourna dans un mouvement convulsif. Potouguine arrivait auprès d'elle. Elle s'arrêta, réfléchit une seconde, alla à son rencontre, prit sa main et l'entraîna. « Emmenez-moi, emmenez-moi » lui dit-elle, la gorge serrée. « Qu'avez-vous, Irène Pavlovna ?»« Emmenez-moi » lui répéta-t-elle avec une énergie croissante, « si vous ne voulez pas que je reste là pour toujours. » Potouguine inclina humblement la tête, et tous deux s'éloignèrent. Le lendemain matin, de bonne heure, Litvinov était sur le point de se mettre en route, lorsque Potouguine entra chez lui. Il s'approcha de lui et lui serra la main sans mot dire. Litvinov gardait également le silence. Tous deux avaient la mine contrainte et faisaient de vains efforts pour sourire. « Je suis venu vous souhaiter un heureux voyage » balbutia enfin Potouguine. « Et comment savez-vous que je pars aujourd'hui » demanda Litvinov. Potouguine examina attentivement le plancher. « Cela m'est connu, comme vous voyez. Notre dernier entretien a fini par prendre une si étrange direction. Je n'ai pas voulu vous laisser partir sans vous exprimer ma sincère sympathie. » « Maintenant, vous avez de la sympathie pour moi ? Quand je pars ?» Potouguine regarda tristement Litvinov. « Ah, Grégoire Mikhaïlitch, Grégoire Mikhaïlitch » commença-t-il avec un gros soupir. « Il ne s'agit plus entre nous de s'occuper de finesse et de points de détail. Voyons, vous ne me semblez pas être familier de notre littérature nationale, et vous n'avez sans doute pas idée de qui est Vaska Bousslaïev. »« De qui ?»« De Vaska Bousslaïev, le brave de Novgorod, dans le recueil de Kircha-Danilov. »« Mais quel Bousslaïev ?» grommela Litvinov, un peu déconcerté par le tour inattendu de la conversation. « Je ne vois pas. »« C'est égal. Voilà sur quoi je voulais attirer votre attention. Après avoir entraîné ces Novgorodiens à faire un pèlerinage à Jérusalem, et après s'être baignés nus, à leur grand scandale, dans la sainte rivière du Jourdain, ce Vaska Bousslaïev, qui avait de l'esprit de suite, grimpe sur le mont Tabor. Or, sur le sommet de ce mont se trouve une pierre par-dessus laquelle des gens de toute nation ont vainement essayé de sauter. Vaska veut tenter sa chance. Un crâne humain se trouve sur son chemin. Il le pousse du pied. Le crâne lui dit « Pourquoi me pousses-tu ? J'ai su vivre, je sais rouler dans la poussière. Il t'arrivera la même chose. »
Et en effet, Vaska prend son élan, saute, franchit presque l'obstacle, mais son talon s'accroche et il se casse la tête. Je dois ici faire observer à nos amis slavophiles, fort enclins à repousser du pied les crânes et les peuples pourris, qu'il leur conviendrait de réfléchir sur cette légende. « Mais à quoi tout cela rime-t-il » interrompit avec impatience Litvinov. « Il est temps que je parte, excusez-moi. »« Tout cela veut dire, » lui répondit Potouguine, les yeux brillants d'un sentiment amical dont Litvinov ne le croyait pas capable, « que vous n'avez pas repoussé le crâne, et que peut-être il vous sera donné en récompense de sauter par-dessus la pierre fatale. Je ne veux plus vous retenir. Permettez-moi seulement de vous embrasser. »« Je n'essaierai pas de sauter, » répondit Litvinov en embrassant Potouguine à 3 reprises. Aux tristes sensations qui remplissaient son âme, vint un instant s'ajouter de la compassion pour ce malheureux solitaire. Mais il fallait partir. Il rassembla ses paquets. « Voulez-vous que je vous porte quelque chose ?» dit Potouguine. « Merci, ne vous dérangez pas, je porterai tout moi-même. » Il mit son chapeau, prit un sac en main. « Et ainsi ?» demanda-t-il sur le seuil de la porte. « Vous dites que vous l'avez vue ?»« Oui, je l'ai vue. »« Eh bien, que fait-elle » Potouguine ne répondit pas tout de suite. « Elle vous attendait hier. Elle vous attendra aujourd'hui. »« Ah, dites-lui... Non, c'est inutile. Adieu, adieu. » Litvinov descendit rapidement l'escalier, se jeta dans une voiture et parvint à la gare, sans jeter un regard à la ville où il laissait une partie de sa vie. Il semblait s'abandonner à un flot puissant qui l'aurait saisi, entraîné, et il était fermement résolu à ne rien faire pour lui échapper. Déjà, il montait dans le wagon. « Grégoire Mikhaïlitch » murmura derrière lui une voix suppliante. Il tressaillit. Était-ce possible? Irène? C'était elle, en effet. Enveloppée dans le châle de sa femme de chambre, un chapeau de voyage retenant à peine ses tresses dénouées, elle se tenait sur le quai et le regardait, les yeux mi-clos. « Reviens, reviens, je suis venue te chercher » disaient ses yeux. Et que ne promettait-il pas? Elle ne bougeait pas, elle n'avait pas la force de parler, mais tout en elle semblait implorer grâce. Litvinov eut de la peine à ne pas fléchir, à ne pas s'élancer vers elle, mais le flot auquel il s'était donné prit le dessus. Il sauta dans le wagon, et, se retournant, montra à Irène une place vide à côté de lui. Elle le comprit, il en était temps encore. Un pas, un mouvement, et 2 êtres, à jamais liés, seraient emportés vers un lointain inconnu. Tandis qu'elle hésitait, un coup de sifflet retentit, et le train s'ébranla. Litvinov se renversa en arrière, Irène atteignit un banc, chancelante et s'y laissa tomber, à l'extrême surprise d'un diplomate en disponibilité rôdant là par hasard. Il connaissait peu Irène, mais s'intéressait beaucoup à elle. Voyant qu'elle était comme évanouie, il présuma qu'elle avait eu une attaque de nerfs, et crut de son devoir, du devoir d'un galant chevalier, de venir à son secours. Sa surprise prit des proportions tout à fait prodigieuses lorsqu'au premier mot qu'il lui dit, elle se leva tout à coup, repoussa la main qu'il lui tendait et, gagnant la rue, disparut en quelques instants dans un de ces brouillards laiteux si fréquents à Baden aux premiers jours d'automne. Chapitre 26. Il m'est une fois arrivé d'entrer dans la cabane d'une paysanne qui venait de perdre un fils unique et tendrement chéri. À ma grande surprise, je la trouvai tout à fait calme, presque gaie. « Ne vous étonnez pas, » dit le mari, qui remarqua sans doute ma perplexité. « Elle est engourdie maintenant. » Litvinov aussi était,
engourdi. Un calme, semblable à celui de cette paysanne, l'envahit pendant les premières heures de son voyage. Anéanti, désespéré, il respirait cependant. Il respirait après toutes les alertes, tous les tourments de la dernière semaine, après tous les coups qui étaient venus l'un après l'autre s'abattre sur sa tête. Ces coups l'avaient d'autant plus ébranlé qu'il était peu fait pour de pareils orages. Il ne comptait plus sur rien, ne cherchait plus à se souvenir de rien. Il allait en Russie, il fallait bien aller quelque part. Mais il n'était plus capable de former le moindre projet. Il ne se reconnaissait pas, il ne comprenait plus ses propres actes, il avait perdu toute personnalité, et cela lui était devenu indifférent. Il lui semblait parfois qu'il était devenu son propre cadavre. Seul le sentiment d'une incurable douleur lui rappelait qu'il n'en avait pas fini avec la vie. De temps en temps, il lui paraissait incompréhensible qu'une femme, que l'amour ait pu prendre sur lui une telle influence. « Honteuse faiblesse !» murmurait-il, et il arrangeait son manteau, s'installait plus commodément. Il fallait commencer une vie nouvelle. Un instant après, il souriait amèrement et s'étonnait de lui-même. Il se mit à regarder par la fenêtre. Le temps était gris, il n'y avait pas de pluie, mais le brouillard ne s'était pas dissipé, et des nuages très bas voilaient le ciel. Le vent soufflait contre le train. Des traînées de vapeur, tantôt blanches, tantôt noires, se mêlaient à la fenêtre. Litvinov se mit à les suivre des yeux. Sans cesse ni trêve, s'élevant, retombant, s'accrochant à l'herbe, aux buissons, s'étirant, se fondant dans l'air humide, les tourbillons de fumée se pressaient, toujours nouveaux et toujours les mêmes, dans une sorte de jeu monotone. Parfois le vent tournait, le train prenait un virage, et toute cette masse grisâtre disparaissait pour revenir incontinent à la fenêtre opposée, en un panache interminable qui dissimulait à Litvinov la vallée du Rhin. Litvinov regardait en silence. Une étrange réflexion vint le saisir. Il était seul dans son wagon, personne ne le dérangeait. « Fumer, fumer !» répéta-t-il à plusieurs reprises, et subitement tout ne lui sembla que fumer. Sa vie, son pays, tout ce qui était humain et principalement tout ce qui était russe. Tout n'est que fumée et vapeur, pensait-il. Tout paraît perpétuellement changé. Une image remplace l'autre, les événements se succèdent, mais en réalité, tout est toujours identique. Tout se presse, tout se hâte d'aller on ne sait où, et tout s'évanouit sans laisser de traces, sans avoir rien atteint. Le vent tourne, tout se précipite du côté opposé, et là recommence sans relâche le même jeu fiévreux et stérile. Il se souvint de ce qui s'était passé sous ses yeux durant ces dernières années, non sans tonnerre et grand fracas. « Fumer !» murmurait-il, « fumer !» Il se souvint des discussions échevelées, des cris dans le salon de Goubariov, des disputes entre personnes de tous les milieux, réactionnaires et progressistes, jeunes et vieux. « Fumée !» répéta-t-il, « fumée et vapeur !» Il se souvint enfin du fameux pique-nique, des propos et discours d'autres hommes d'État et même de tout ce que préconisait Potougine. Fumer, fumer et rien de plus. Ses propres efforts, ses sentiments, ses essais et ses rêves, leur souvenir ne provoqua plus qu'un geste de découragement. Pendant ce temps, le train dévorait l'espace. Rastatt, Karlsruhe et Bruchsal étaient depuis longtemps dépassés. Sur la droite, les montagnes s'éloignèrent, se rapprochèrent ensuite, mais moins hautes et moins garnies de forêts.
Le train ralentit, puis s'arrêta. On était à Heidelberg. Les wagons s'immobilisèrent sous l'auvent de la station, et des colporteurs se mirent à offrir toutes sortes de journaux, y compris des journaux russes. Les voyageurs changèrent de place, descendirent se promener sur le quai. Mais Litvinov ne quitta pas son coin. Il y restait assis, la tête basse. Tout à coup, il entendit prononcer son nom. Il leva la tête. La face de Bindassou apparut à la fenêtre. Et derrière elle, était-ce une hallucination, se montrèrent toutes les figures bien connues de Baden. Madame Soutanchikov, Vorochilov, Bambaïev. Tous s'approchèrent de lui, tandis que Bindassou braillait. « Où donc est Pitchalkin? Nous l'attendions. Mais c'est égal. Descends, nous allons tous chez Goubariov. »« Oui, frère, oui, Goubariov nous attend. »« Descends !» répéta Bambaïev en agitant les bras. Litvinov se serait mis en colère s'il n'avait eu sur le cœur un si mortel fardeau. Il dévisagea Bindassou et se détourna en silence. « On vous dit que Goubariov est ici !» s'écria madame Soudkanchikov, et ses yeux sortirent presque de leurs orbites. Litvinov ne bougea point. « Mais écoutez, Litvinov, dit Bambaïev, revenant à la charge, il n'y a pas ici seulement Goubariov, il y a toute une colonie de Russes distingués, jeunes et spirituels. Tous s'occupent de sciences naturelles, tous ont les plus généreuses convictions. De grâce, restez du moins pour eux. Il y a ici, par exemple, un certain... Ah, j'ai oublié son nom, mais c'est tout simplement un génie. Laissez-le donc, Rostislav Ardanilonitch, dit madame Soudkanchikov. Vous voyez son vrai visage. Toute sa famille est comme cela. Il a une tante qui m'avait d'abord paru sympathique. Je suis venu ici avec elle il y a 2 jours. Elle n'avait fait qu'un saut à Baden et repartait déjà. C'était la 2e fois que nous voyagions ensemble. Je me mets à l'interroger. Figurez-vous que je n'ai pu tirer une syllabe de cette espèce d'orgueilleuse, de cette odieuse aristocrate. La pauvre Capitoline Markovna, une aristocrate. Pouvait-elle s'attendre à semblable humiliation? Litvinov se taisait toujours, se détournait et enfonçait sa casquette sur ses yeux. Le train se remit enfin en marche. « Mais dis-nous donc quelque chose en adieu, homme de pierre que tu es !» cria Bindassou. « Vraiment, on n'agit pas ainsi. Marmotte, bonnet de nuit !» ajouta-t-il. Le train accélérait sa marche, il pouvait impunément être grossier. « Harpagon, limace, marsupio !» Comment ce dernier qualificatif était-il venu à l'esprit de Bindassou? L'avait-il volé à quelqu'un? Je l'ignore. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il plut tant à 2 messieurs distingués, jeunes et spirituels, étudiant les sciences naturelles, 2 messieurs qui se trouvaient là, que peu de jours après il fit son apparition dans la feuille russe périodique qui se publiait alors à Heidelberg sous le titre « À tout venant je crache » ou « Dieu ne nous laissera pas tomber, les petits cochons ne nous mangeront pas ». Litvinov reprit son refrain « Fumée, fumée, fumée ». Voilà, se dit-il, il y a maintenant à Heidelberg plus de 100 étudiants russes. Ils apprennent tous la chimie, la physique, la physiologie et ne veulent pas entendre parler d'autre chose. 4, 5 ans s'écouleront et il n'y aura plus 15 des nôtres au cours de ces célèbres professeurs. Le vent aura tourné, la fumée sera partie d'un autre côté. Fumée, fumée, fumée. La nuit, il traversa Cassel. Avec l'obscurité, une angoisse intolérable le saisit, comme un vautour. Il se mit à pleurer, renfoncé dans un coin de son wagon. Ses larmes coulèrent longtemps, sans soulager son cœur, le déchirant avec une douleur âpre. Pendant ce temps, dans une auberge de Cassel,
Tatiana était étendue sur un lit, brûlante de fièvre. Capitoline Markovna la veillait. « Tania, lui disait-elle, pour l'amour de Dieu, permets-moi d'envoyer un télégramme à Grégoire Mikhaïlitch. Permets-le-moi, Tania. »« Non, tante, répondit-elle, il ne faut pas. Ne t'effraie pas. Donne-moi de l'eau, cela passera bientôt. » En effet, une semaine plus tard, sa santé se rétablit et les deux amis continuèrent leur voyage. Chapitre 27. Sans s'arrêter, ni à Pétersbourg ni à Moscou, Litvinov retourna dans sa propriété. Il fut effrayé en revoyant son père, tant il le trouva vieilli et cassé. Le vieillard se réjouit de revoir son fils, autant que peut se réjouir un homme qui en a fini avec la vie. Il s'empressa de lui donner la direction de toutes ses affaires, fort en désordre, et après avoir encore gémi quelques semaines, il acheva de mourir. Litvinov resta seul dans la vieille maison paternelle. Il se mit à faire valoir sa terre, le cœur en lambeaux, sans espoir, sans goût pour le travail et sans argent. L'administration des biens en Russie n'est pas une chose gaie, ce n'est que trop connu. Nous ne nous étendrons donc pas sur les difficultés que rencontra Litvinov. Il ne pouvait pas songer à introduire des réformes et des améliorations. L'application des principes qu'il avait puisés à l'étranger devait être indéfiniment ajournée. La nécessité l'obligeait à vivre au jour le jour, à se résigner à toutes sortes de concessions matérielles et morales. Les nouvelles institutions fonctionnaient mal, les vieilles avaient perdu toute force. L'inexpérience avait à lutter contre la mauvaise foi. L'ancien état de choses ne soutenait plus rien, immobile et déjà tout branlant comme posé sur un sol marécageux. Il ne surnageait que la grande idée de liberté. Comme jadis, l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Il fallait par-dessus tout avoir de la patience, et une patience moins passive qu'active, acharnée, capable de ruse et d'adresse. Cela fut doublement pénible pour Litvinov, dans la disposition d'esprit où il se trouvait. Il avait peu de goût pour la vie, comment en aurait-il eu pour un tel travail? Une année s'écoula, puis une deuxième, et une troisième était déjà entamée. L'émancipation des serfs commençait à produire ses fruits, à passer dans les mœurs. On apercevait le germe de la graine semée, et ce germe ne pouvait plus être foulé par l'ennemi, déclaré ou secret. Quoique Litvinov ait fini par donner à demi-récolte aux paysans la plus grande partie de sa terre, ce qui était revenir à la culture primitive, il eut cependant quelques succès. Il rétablit sa fabrique, créa une petite ferme avec 5 ouvriers libres, après qu'une quarantaine s'y furent essayés. Épongea ses plus grosses dettes. Ses forces lui revinrent. Il recommença à ressembler à ce qu'il était auparavant. À la vérité, un profond sentiment de tristesse ne le quittait jamais. Il menait un genre de vie qui n'était pas de son âge. Il s'était enfermé dans un cercle étroit et avait renoncé à toutes ses relations, mais il n'avait plus cette indifférence mortelle à tout ce qui l'entourait. Il marchait et agissait au milieu des vivants. Les dernières traces du charme auquel il avait succombé avaient disparu. Tout ce qui s'était passé à Baden ne lui apparaissait plus que comme un songe. Irène, son souvenir avait également pâli et s'était évanoui. Il sentait seulement quelque chose de vaguement dangereux se dessiner sous le brouillard qui enveloppait son image. Il n'avait que rarement des nouvelles de Tatiana. Il savait qu'elle s'était établie avec sa tante dans sa petite propriété, située à 200 verstes de la sienne, qu'elle y vivait tranquillement, sortant peu, ne recevant presque pas de visites, qu'elle était d'ailleurs paisible et bien portante. Un beau jour de mai, il était assis dans son cabinet et parcourait distraitement le dernier numéro d'un journal de Pétersbourg,
quand son domestique lui annonça l'arrivée d'un vieil oncle. Cet oncle, cousin de Capitoline Markovna, venait précisément de lui rendre visite. Il avait acheté un bien dans le voisinage de Litvinov et allait en prendre possession. Il demeura plusieurs jours chez son neveu et l'entretint beaucoup de la vie que menait Tatiana. Le lendemain de son départ, Litvinov envoya à celle-ci une lettre, la première depuis leur séparation. Il lui demandait la permission de renouer leurs relations, au moins par correspondance. Il désirait également savoir s'il devait renoncer à la pensée de la revoir un jour. Ce n'est pas sans émotion qu'il attendit une réponse. Elle vint enfin. Tatiana répondait amicalement à son ouverture. « Si vous avez l'idée de venir nous voir, disait-elle pour terminer, venez, vous nous ferez grand plaisir. On dit que les malades même vont mieux quand ils sont réunis que séparés. » Capitoline Markovna lui faisait ses salutations. Litvinov fut pris d'une joie enfantine. Il y avait longtemps que rien n'avait fait si gaiement battre son cœur. Tout lui sembla soudain respirer le bonheur et la sérénité. Quand le soleil se lève et chasse l'obscurité de la nuit, un léger souffle se répand avec les rayons du matin sur la face de la terre et la ressuscite. Litvinov parut vivre quelque chose de semblable. Il riait à tout propos ce jour-là, en inspectant son domaine ou en donnant des ordres à ses ouvriers. Il se mit rapidement à préparer son voyage, et 15 jours plus tard, il partait voir Tatiana. Chapitre 28. Il faisait route assez lentement, par des chemins de traverse, sans autre incident que le bruit d'une jante à l'arrière. Un maréchal ferrant tâcha de réparer, se mit à forger, pesta contre la roue et contre lui-même, puis finit par déclarer qu'il n'y pouvait rien. Par bonheur, il se trouva qu'on pouvait parfaitement voyager avec une roue brisée, pourvu que ce fût sur un chemin mou, c'est-à-dire dans la boue. Cet accident valut à Litvinov 3 curieuses rencontres. À un relais, il tomba sur une réunion de propriétaires présidée par Pitchalkin, qui fit sur lui l'effet de Solon ou de Salomon, tant ses discours étaient empreints de prudence, et tant il avait conquis l'absolue confiance de tous les présents. Par son extérieur même, Pitchalkin rappelait un vieux sage de l'Antiquité. Il n'avait plus qu'une touffe de cheveux sur la tête, une expression de béatitude vertueuse, digne, s'était figée à jamais sur sa face bouffie et solennelle. Il félicita Litvinov d'être venu dans son propre district, s'il était possible d'employer une expression aussi ambitieuse. Puis il se tut majestueusement, pris d'un accès de sentiment élevé. Litvinov put cependant tirer de lui quelques nouvelles, entre autres de Vorochilov. Cet homme, à la si fabuleuse érudition, avait repris du service et avait déjà lu aux officiers de son régiment une leçon sur le bouddhisme ou le dynamisme, quelque chose de ce genre. Pitchalkin ne s'en souvenait plus au juste. À un autre relais, on tarda beaucoup à atteler les chevaux. Le jour se levait à peine, Litvinov sommeillait dans sa calèche. Une voix, qui ne lui était pas inconnue, le réveilla. Il ouvrit les yeux. Grand Dieu! N'était-ce pas M. Goubariev, en jaquette grise et en large pantalon du matin, qui se tenait sur le perron de la maison de poste et vomissait des injures? Non, ce n'était pas M. Goubariev, mais quelle étonnante ressemblance! Cet individu avait seulement une bouche plus large, une dentition plus complète, un regard plus sauvage, un nez plus fort, une barbe plus touffue, et, de façon générale, la tournure plus lourde et plus épaisse. « Gredin! Gredin !» vociférait-il en ouvrant largement une mâchoire de loup, avec une colère qui ne connaissait pas de répit. « Païen que vous êtes! Voilà cette liberté si vantée! On ne peut même pas avoir de chevaux! Gredin !»
Gredin, Gredin, glapit derrière lui une seconde voix, et un second individu en jaquette grise apparut sur le perron. Cette fois, il s'agissait réellement, et sans doute possible, du véritable Goubariov, Étienne Nikolaïevitch Goubariov. « Peuple de païens !» continuait-il à l'instar de son frère. Le premier était en effet son frère aîné, ce dentiste de la vieille école qui administrait ses biens. « Il faut les rosser, il n'y a que cela à faire. Il faut leur cogner sur le museau. Ils ne parlent que de liberté, du maire du canton. Attendez, je vais leur faire voir. Mais oui, monsieur Roston, à quoi pense-t-il? C'est son affaire à ce fainéant de nous éviter ces tracas. »« Je vous avais bien dit, frère, remarqua Goubariov l'aîné, qu'il n'était bon à rien. C'est un fainéant. Roston, Roston, où es-tu fourré? Roston, Roston, beugla le puiné, le grand Goubariov. Appelez-le donc plus fort. Dorimedont Nikolaïitch. J'en suis déjà tout égosillé, Étienne Nikolaïevitch. Roston. Me voici, fit une voix essoufflée, et à l'angle de la cabane apparut Bambaïev. Litvinov laissa échapper un cri de surprise. Le malheureux enthousiaste était affublé d'une vieille houppelande dont les manches tombaient en lambeaux. Ses traits n'étaient pas tant changés que déformés et racornis. Ses yeux hagards exprimaient une terreur servile, une soumission familique, tandis que des moustaches teintes ornaient toujours ses lèvres charnues. Du haut du perron, les frères Goubariov, à l'unisson, se mirent immédiatement à lui laver la tête. Il s'était arrêté devant eux, dans la boue, et, courbant humblement l'échine, il essayait de les apaiser par son humble sourire, pétrissant sa casquette de ses mains rougeaudes et les assurant que les chevaux soient prêts dans un instant. Les frères ne s'arrêtèrent que lorsque le puiné aperçut Litvinov. Soit qu'il le reconnût, soit qu'il eût honte de son comportement devant un étranger, il tourna subitement sur ses talons, comme un ours, et mordant sa barbe, il rentra dans la maison de poste. L'aîné se tut également, et d'un air non moins revêche, le suivit dans sa retraite. Le grand Goubariov n'avait pas perdu, semblait-il, son influence dans son pays. Bambaïev allait rejoindre les deux frères. Litvinov l'appela par son nom. Il regarda en arrière, s'abrita les yeux de la main, et reconnaissant Litvinov, se précipita vers lui les bras tendus. Ayant atteint la calèche, il saisit la portière, y appuya sa poitrine et pleura comme trois fontaines. « Finissez, finissez donc !» lui dit Litvinov en se penchant sur lui et en lui touchant l'épaule. Mais il continuait à sangloter. « Voilà, voilà jusqu'où » balbutiait-il. « Bambaïev !» rugirent les frères de l'intérieur du relais. Bambaïev leva la tête et essuya rapidement ses larmes. « Bonjour, mon ami, » murmura-t-il. « Bonjour et adieu. Tu entends, on m'appelle. »« Mais comment te trouves-tu ici ?» demanda Litvinov. « Et que signifie tout cela? Je croyais qu'ils appelaient un Français. »« Je suis leur régisseur, leur majordome, » répliqua Bambaïev en dirigeant son doigt vers le relais. « Ils m'ont donné un nom français par plaisanterie. Que faire, mon vieux? Je meurs de faim, je n'ai plus le sou. Il a bien fallu passer sous le joug. Il ne s'agissait plus d'être ambitieux. » « Mais y a-t-il longtemps qu'il est en Russie? Et comment s'est-il séparé de sa cour? »« Eh, frère, tout cela est terminé, les temps ont changé. Madame Soudkanchikov, Matrona Kouzminichna, il l'a tout simplement mise à la porte. De douleur, elle est partie pour le Portugal. »« Comment? Elle est au Portugal? Quelle histoire! »« Oui, frère, au Portugal, avec 2 matroniens. »« Avec qui? » ?»« Avec des matroniens. Les hommes de son parti s'appellent ainsi. »« Matrona Kouzminichna a un parti? Quelle importance a-t-il? »
Eh bien, il est composé de ces deux individus. Quant à lui, il y a près de 6 mois qu'il est revenu ici. On a mis les autres sous surveillance, mais à lui il n'est rien arrivé. Il vit dans son village avec son frère. Et si tu entendais maintenant... Bambaïev! Tout de suite, Étienne Nikolaïtch, tout de suite! Et toi, mon petit père, tu fleuris, tu profites? Grâce en soit rendue à Dieu. Où vas-tu ainsi? Ah, je n'aurais jamais songé. Tu te souviens de Baden? Voilà une vie. À propos, tu te rappelles bien de Bin Dassau? Figure-toi qu'il est mort. Il a pris un emploi dans les fermes de l'eau-de-vie, s'est querellé dans un cabaret et a eu la tête fendue avec une queue de billard. Oui, les temps sont devenus bien difficiles. Et pourtant, je le dirai toujours, la Russie, il n'y a que la Russie. Regardez un peu cette paire d'oies. Il n'y en a pas de pareil dans toute l'Europe. De vrais oies d'Arzama. Après avoir payé ce dernier tribut à son inextirpable besoin d'enthousiasme, Bambaïev courut à la maison de poste, où l'on prononçait son nom avec toutes sortes d'imprécations. À la fin de cette même journée, Litvinov approchait de la propriété de Tatiana. La maisonnette où vivait celle qui avait été sa fiancée était située sur un coteau, au-dessus d'une petite rivière, au milieu d'un jardin fraîchement planté. Cette maisonnette était toute neuve, à peine achevée. On la voyait de loin dominant la rivière et les champs. Litvinov la découvrit à une distance de 2 verstes. Au dernier relais, il avait été saisi d'un trouble intérieur qui n'avait fait que croître. « Comment serais-je accueilli ?» pensait-il. « Comment vais-je me présenter ?» Pour se distraire, il engagea la conversation avec le postillon, paysan déjà mûr, à barbe grise, qui lui avait cependant compté 30 verstes alors qu'il n'y en avait pas 25. Il lui demanda s'il connaissait les propriétaires de Chestov. « De Chestov? Comment ne pas les connaître? Ce sont de braves dames, il n'y a rien à dire. Elles soignent les pauvres gens, ce sont de vrais médecins. On vient chez elles de partout aux alentours. Il y a foule parfois. Quand par exemple quelqu'un tombe malade ou se blesse, tout de suite on va chez elles. Elles vous donnent du vulnéraire, une petite poudre ou un emplâtre, et cela soulage. Et il n'y a pas à les remercier. Nous ne faisons pas ça pour l'argent, qu'elles disent. Elles ont aussi ouvert une école, mais ça, c'est des bêtises. » Tandis que le postillon bavardait, Litvinov ne détachait pas ses yeux de la maisonnette. Une femme, vêtue de blanc, apparut sur le balcon. Y resta un moment, puis disparut. N'est-ce pas elle? Son cœur eut un violent sursaut. « Plus vite! Plus vite !» cria-t-il au postillon. Celui-ci lança ses chevaux. Encore quelques instants, et la calèche passa le portail grand ouvert. Capitoline Markovna accourut sur le perron, hors d'elle-même, toute rouge, frappant des mains. Elle criait « Je l'ai reconnu la première! C'est lui, je l'ai reconnu !» Litvinov sauta lestement à terre, sans donner au petit cosaque qui s'était approché le temps d'ouvrir la portière. Embrassant à la hâte Capitoline Markovna, il se jeta dans la maison, traversa l'antichambre, la salle à manger et se trouva devant Tatiana. Elle le regarda avec douceur, timidité. Elle avait un peu maigri, ce qui ne lui seyait pas mal, et lui tendit la main. Il ne la prit pas et tomba à ses genoux. Elle ne s'y attendait pas, ne sut que dire ni que faire. Les larmes lui vinrent aux yeux. Elle avait peur, mais son visage respirait la joie. « Grégoire Mikhaïlitch, que vous arrive-t-il, Grégoire Mikhaïlitch » disait-elle. Il continuait à baiser le pan de sa robe, se rappelant avec attendrissement le jour où, à Baden, il s'était aussi mis à ses genoux. Que les choses étaient différentes, alors. « Tania, répétait-il, Tania, m'as-tu pardonné? Tante, qu'est-ce que cela?
demanda Tatiana à Capitoline Markovna qui venait d'entrer. « Laisse-le faire, Tatiana, » répondit la bonne vieille. « Tu vois, il se rend à merci. » Cependant, il est temps de finir. Il n'y a plus rien à ajouter. Le lecteur devine le reste. Mais Irène, elle est toujours aussi ravissante, malgré ses 30 ans. Elle a un nombre incalculable d'admirateurs, et elle en aurait encore davantage si... Le lecteur me permettra-t-il de le transporter un moment à Pétersbourg, dans l'un des plus splendides édifices de la ville? Voyez, nous sommes dans un vaste appartement, décoré, je ne dis pas richement, l'expression serait trop faible, mais de façon solennelle, imposante, avec un art exquis. Ne sentez-vous pas comme un frémissement? Vous avez pénétré dans un temple consacré à la vertu la plus immaculée, à la morale la plus sublime, en un mot, à ce qui n'est pas terrestre. Il y règne je ne sais quel silence réellement mystérieux. Des portières de velours aux portes, des rideaux de velours aux fenêtres, un tapis doux et épais sur le plancher, tout y est ménagé pour adoucir le moindre son et éviter les sensations brutales. Des lampes soigneusement voilées inspirent des sentiments salutaires. Un parfum de bon goût est répandu dans cet air confiné. Le samovar même ne siffle sur la table qu'avec réserve et modération. La maîtresse de la maison, personnage très important du monde pétersbourgeois, parle si bas qu'on peut à peine l'entendre. Elle parle toujours de cette façon, comme s'il y avait dans la même chambre un malade à l'agonie. Et sa sœur, chargée de verser le thé, remue les lèvres sans en faire sortir aucun son, de sorte qu'un jeune homme assis devant elle, tombé par hasard dans son temple, ne peut se rendre compte de ce qu'elle lui veut, tandis qu'elle lui murmure, simplement pour la 6e fois, « Voulez-vous une tasse de thé ?» Dans les angles du salon, on aperçoit des hommes jeunes, mais déjà vénérables. Leur regard dénote une servilité tranquille. L'expression de leur visage, quoique insinuante, est d'un calme inaltérable. Quantité de décorations brille discrètement sur leur mâle poitrine. La conversation est également très paisible. Elle n'a pour objet que des sujets religieux et patriotiques, comme la goutte mystérieuse de Glinka, les missions d'Orient, les monastères et les confréries de Biélorussie. Les laquais ne se montrent que rarement. Leurs mollets énormes, emprisonnés dans des bas de soie, tremblent silencieusement à chaque pas. L'empressement respectueux de ces robustes mercenaires fait ressortir encore davantage le caractère général de distinction, de vertu, de piété. C'est un temple, un vrai temple. « Avez-vous vu aujourd'hui madame Ratmirov ?» demande langoureusement une dame. « Je l'ai rencontrée aujourd'hui chez Lise, » répond la maîtresse de la maison d'une voix éthérée qu'on aurait pris pour une harpe éolienne. « Elle me fait pitié. Elle a un esprit aigri. Elle n'a pas la foi. »« Oui, oui, » reprend la même personne. « Vous souvenez-vous, Pierre Ivanitch a dit d'elle, et fort judicieusement, qu'elle a l'esprit aigri. »« Elle n'a pas la foi, » répète la maîtresse de maison de sa voix évanescente comme la fumée d'encens. « C'est une âme égarée. Elle a l'esprit aigri. »« Elle a l'esprit aigri, » semblent répéter les lèvres de sa sœur. Voilà pourquoi tous les jeunes gens ne sont pas amoureux d'Irène. Ils la redoutent, ils ont peur de son esprit aigri. C'est une phrase habituelle à son égard, et comme toute phrase, elle renferme une part de vérité. Ce ne sont d'ailleurs pas seulement les jeunes gens qui ont peur d'elle, mais encore des hommes mûrs, haut placés,
voire d'importants personnages. Nul ne sait faire remarquer plus exactement et plus finement l'aspect ridicule ou mesquin de chaque caractère. Il n'est donné à personne de le stigmatiser ainsi d'un mot. Et ce mot est d'autant plus incisif qu'il sort d'une bouche parfumée et riante. Il est difficile de dire ce qui se passe dans cette âme, mais parmi la foule de ses adorateurs, la renommée n'accorde à aucun d'eux le titre d'élu. Le mari d'Irène avance rapidement dans le chemin que les Français appellent celui des honneurs. Le général obèse le dépasse. Le condescendant demeure en arrière. Dans la même ville qu'Irène, végète également notre amie Sozonte Potouguine. Il ne la voit que rarement. La jeune enfant confiée à ses soins vient de mourir. Il n'a plus besoin d'entretenir de relations avec madame Ratmirov.